sommes au stade de la séance inaugurale du cycle des imaginaires de l'énergie artistique, séance inaugurale de ce cycle de rencontres et qui mettra à l'honneur chaque mois un actionnaire, une actionnaire de Ouest Lumière. Et pour cette séance inaugurale, j'ai trouvé le sujet du pan tout seul, qui est le penseur tout solidaire en Ouest Lumière. Eh bien, je trouvais que cette première séance inaugurale pouvait donc être accompagnée des imaginaires du futur que le pan tout seul, qui est penseur tout solidaire et qui n'est jamais tout seul, puisse nous éclairer par son soleil solidaire. Et donc aujourd'hui, nous avons la présence d'Ariel Kirou. Il a un passif assez important entre les lieux en ligne, non en ligne, les imaginaires du futur qu'il avait déjà, je pense, conscientisés, voire même incorporés à travers toutes sortes de volte-face et d'entre-fins du monde, IA et des explorations spatiales de toutes sortes. Tout cela, il nous en parlera très largement. Et j'aimerais donc, en introduction de cette séance inaugurale, vous parler à nouveau de l'énergie artistique telle que nous la concevons en Ouest Lumière. Lorsque l'on fait l'expérience de l'énergie artistique, on fait l'expérience d'une œuvre d'art. Et il peut arriver que nous nous mettions en mouvement avec notre pensée, que nous accélérions nos connexions neuronales vers une déferlante d'énergie. Sans le savoir, nous augmentons notre potentiel heuristique et créons de la conductibilité et de la compétition à la fois entre ce que nous nommerons les attracteurs, cette interaction qui génère de l'énergie, et les attractrices, cette interaction qui génère de la non-énergie ou de l'énergie en relief de celle des attracteurs ou des attracteuses. Et donc, au stade expérientiel, l'énergie artistique est de l'énergie physique mise en mouvement par la pensée entre les attracteuses, les attracteurs et les attractrices. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, il y a une formule célèbre qui lie la masse d'un corps en mouvement à celle d'un corps au repos. Ainsi, la masse d'un corps qui s'approche de la vitesse de la lumière devient infinie. Prenons l'exemple de l'usage de la pensée dans le cadre d'une action qui serait à visée artistique. En utilisant une analogie où l'énergie artistique est de l'énergie physique, mise en mouvement par la pensée, on obtiendrait la formule selon laquelle la vitesse à laquelle l'énergie physique peut être transformée en énergie artistique croît avec la vitesse d'échange des pensées. Alors là, je cite évidemment la formule Thomas Mandel, qui est consigné dans un de nos best-sellers actuels, qui est le livre Art et mathématiques, sorti aux éditions Janinck, donc, qui dirige la direction de la sérénité. En plus, la vitesse d'échange des pensées va augmenter. Et donc, plus elle augmente, plus l'énergie générée par les attracteurs, les attracteuses et les attractrices se transforme rapidement en énergie artistique. Si la vitesse à laquelle les pensées inchangées atteint celle de la lumière, la création d'énergie artistique devient alors infinie. Donc ça nous donne une formule qui est celle de la formule Thomas Mandel de l'énergie artistique que vous recevrez bientôt par pneumatique. Cette formule mathématique pourrait-elle incarner la force de transformation de l'énergie de l'art que les artistes produisent seuls ou à plusieurs dans un contexte de création donnée? Cette formule de l'énergie artistique pourrait-elle être mesurable par le pan tout seul, par exemple, qui s'exprimera dans peu de temps? Serait-il possible de l'avoir réinterprétée par les actionnaires de Ouest Lumière, investis à son tour par tout individu ou groupe en capacité de l'activer? Par une simple analogie, par des dialogues qui porteraient sur l'expérience des œuvres, alimentés par les échanges que j'ai pu avoir avec le pan tout seul et mon collègue mathématicien Antoine Mandel, je compte faire l'essai de l'élaboration d'une théorie de l'énergie artistique tournée vers le bien commun et vectrice d'innovation potentielle, en particulier en Ouest Lumière. L'énergie humaine, selon Pierre Teilhard de Chardin, est la somme des énergies physico-chimiques incorporées, donc cérébralisées, à un degré d'assimilation élevé au sein de la masse humaine planétaire à un moment donné. Je le cite, exprimée en chiffres, ce qui serait théoriquement possible, cette quantité hominisée d'énergie apparaîtrait dérisoirement petite par rapport au flot de puissance thermodynamique mise en jeu par n'importe quel autre des grands phénomènes de la nature. Mais par contre, prise quantitativement, elle se montre capable, grâce à son énorme complexité structurelle, de créer à l'intérieur de l'univers un foyer constamment approfondi et élargi
d'indétermination et d'information. Dans cette formule que je décris très rapidement, le point de départ est l'analogie avec la théorie de la relativité d'Einstein, selon laquelle l'énergie artistique est de l'énergie physique, mise en mouvement par la pensée. Et cette théorie, validée par l'expérience des œuvres, explique la manifestation de l'énergie artistique en privé ou en public, selon le protocole appliqué en West-Lumière. Alors, je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur la plupart des essais que nous avons pu faire sur des personnes d'ailleurs physiques, en général des agents de West-Lumière évidemment, ou des abonnés, mais je pourrais quand même préciser que ce dont nous allons parler dans quelques instants auprès du Pontousol va peut-être nous permettre de préciser également cette définition de l'énergie artistique. Je laisse la parole immédiatement à Ariel Kirou, notre Pontousol. Merci. Bon, vous imaginerez bien que passer après un discours aussi lumineux est une expérience très compliquée. J'ai un grand honneur d'être le premier des actionnaires de West-Lumière à tenter d'exprimer en fait ces imaginaires de l'énergie artistique. Pontousol, penseur tout solidaire, s'écrit avec un pense, donc penseur, avec un A. Il se trouve que j'utilisais ce terme avant que Bernard Stiegler, dont j'étais très proche, l'utilise aussi en fait dans ses œuvres et avant que ça devienne quelque chose de très commun. Alors entre la pensée avec un E et la pensée avec un A, au-delà de ce proverbe bien connu en fait, celui qui ne pense qu'à sa pense finira où je pense, au-delà donc de cette digression en fait absolument indispensable de façon à préserver le sérieux de notre assemblée, donc penser avec un E et penser avec un A, cette double pensée, en quoi elle est essentielle? Elle est essentielle parce qu'effectivement, notre monde aujourd'hui, comme vous l'avez pu le constater, relativement déliquescent, relativement désespérant, il nécessite non seulement d'être pensé avec un A, mais d'être pensé donc avec un A. Alors, quand on dit penser réparer, c'est un peu comme le kintsugi japonais, c'est-à-dire réparer, c'est recréer, c'est inventer. C'est-à-dire, on est dans le penser avec un A est une réparation qui n'est pas une réparation, qui est une création. Et c'est là tout le sens d'ailleurs de l'énergie artistique. C'est que l'énergie artistique est création permanente et que la réparation qui est sous-jacente à l'énergie artistique, elle est collective, elle concerne potentiellement non seulement les artistes, mais tout ce qu'il y a d'artistique en chacun des individus, des personnes, hommes et femmes de la société, voire animaux, voire éléments. Si là encore on est alter-terrestre, on est dans cette logique d'expansion, d'extension, d'interdépendance. D'ailleurs, c'est l'un des termes qu'utilise notre président dans son texte de définition de l'énergie artistique avec donc le mathématicien Antoine Mandel, voilà, donc dans ce livre. Donc penser et penser dans une logique d'interdépendance, d'inséparation, dans une logique de reconstruction, une reconstruction qui doit autant, voire plus, aux imaginaires, c'est-à-dire à la sensibilité, à la réinvention des mythes, aux représentations, aux sentiments, qu'à la raison. Je suis persuadé, c'est un peu d'ailleurs le sens de mon livre Dans les imaginaires du futur, que contrairement à une certaine logique universitaire, persuadé en fait qu'on a autant besoin d'imaginaire à la fois révolté, révoltant, décalé, décalant, dada, néo-dada, et néanmoins entrepreneuriaux d'une certaine manière, c'est-à-dire dans la logique d'une initiative, d'initiative, de création, d'action. On a besoin de ce type d'ingrédients et donc d'énergie artistique pour un tant soit peu, c'est un vœu pieux, on a peut-être 0,01% de chance d'y arriver, de le voir de nos yeux, mais pourquoi pas contribuer à transformer notre monde d'une manière ou d'une autre, même epsilonesque, y mettre un peu de poésie et bien évidemment beaucoup d'énergie artistique. Alors, si on poursuit l'état d'esprit du Pontousol et des imaginaires du futur, il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur la façon dont West-Lumière positionne son regard et même d'ailleurs est moteur d'action, la façon dont elle finalement se projette dans le futur et elle projette les imaginaires du futur au sein d'une fiction vécue. Oui, c'est ça, c'est très exactement ça. C'est-à-dire les grandes œuvres de science-fiction et les dispositifs d'art contemporain les plus réussis, cette puissance de pouvoir mettre en scène des mondes alternatifs, c'est-à-dire d'autres possibilités que celles qu'on s'attendrait à rencontrer dans le quotidien au travers du grand flux médiatique qui a tendance en quelque sorte à nous endormir et à réduire nos perspectives. Donc déjà, il y a une visibilité. Et ensuite, cette visibilité, donc c'est un horizon en quelque sorte qui est construit, un horizon différent, un vrai dispositif d'art contemporain comme ceux de West-Lumière. Ils permettent non seulement donc, de mettre en scène cet univers alternatif, cette possibilité qu'on a tendance à ne pas voir,
mais à permettre aux gens de la vivre, cette possibilité. C'est-à-dire que la fiction rejoint le vécu. Donc c'est une projection, mais une projection qui est d'autant plus forte que les gens en sont des acteurs, tout simplement, que le public la découvre et même parfois la crée au fur et à mesure de cette découverte. Même si c'est aussi simple qu'un vélo, dans les Dynamo Fukushima, je veux dire, cette œuvre-là, cette autre possibilité, elle n'existe que parce qu'il y a un dispositif qui est une projection dans un futur possible, à plus ou moins long terme, que les gens pratiquent, que les gens expérimentent eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment une dimension extraordinaire. Alors, cette expérimentation, elle existe aussi dans les grandes œuvres de science-fiction, parce qu'on se retrouve dans la peau de personnages divers et on a le sentiment d'être dans leurs univers tels qu'ils les vivent. Mais avec de vrais dispositifs d'art contemporain, au fond, c'est encore plus fort, parce que le corps s'ajoute à l'esprit. C'est étonnant parce que justement, alors tu parles de corps et moi je pense directement à cette mise en réseau des actionnaires de Ouest Lumière qui serait mis en réseau par un effet de conductibilité. Donc il y a cette idée d'énergie qui se transmet de corps à corps. C'est un peu de la mesmérisation, mais il y a la fiction Ouest Lumière et cette réalité fictionnelle. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est que finalement, non seulement cette énergie est conductible, mais en même temps, elle transforme les personnes en attracteurs. C'est un terme mathématique, c'est-à-dire donc que l'attracteur génère une interaction qui produit de l'énergie. Cette énergie n'existerait pas si l'effet de conductivité n'était pas produit par la fiction. Donc, si tu veux, il y a quasiment une nouvelle source d'énergie. Oui, je pense qu'il y a, là quelque chose d'assez formidable. Parce qu'on a vu que la première étape, c'est cette fiction, cette projection dans une fiction à venir potentielle. Bon, ça, c'est vraiment la première étape. Mais la seconde étape d'un dispositif artistique, tel que ceux de Ouest Lumière, c'est effectivement cette énergie artistique qui crée de la relation. C'est-à-dire qu'en fait, la relation, plus il y a de gens qui sont reliés entre eux, plus cette interdépendance entre les êtres est signifiée et vécue, et plus l'énergie artistique est forte. En fait, c'est comme si au fond, il y avait une intensité qui augmentait par cette mise en relation multiple des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui, au fond, finalement, potentiellement, surmultiplie la puissance de la fiction alternative, qui lui donne une dimension, une intensité assez rare, en fait. Et c'est là où le travail peut-être plus minutieux, plus complet en termes d'univers, les auteurs de science-fiction ou les auteurs de fiction, se retrouvent complémentaires de dispositifs peut-être plus simples en termes de définition, dans leur essence, on va dire, mais complètement liés. Les deux parlent l'un l'autre en permanence, peuvent jouer l'un avec l'autre, et il y a, à mon avis, un potentiel immense entre l'écrit, la fiction, par exemple la fiction des actionnaires, les 381 romans qui vont être écrits, qui au fond inscrivent dans le temps, de manière peut-être beaucoup plus complète, des imaginaires de mondes alternatifs. Cosmogonie. Voilà, de cosmogonie, avec des événements qui permettent à un plus large public de vivre ces cosmogonies de façon peut-être plus simple, mais puis pour leur permettre, pourquoi pas à eux aussi, demain, d'inventer ces univers. C'est-à-dire que le dispositif permet à quelque chose qui le plus souvent reste de l'ordre de l'individuel, du rapport de 1 à 1, de l'auteur avec le lecteur, permet en fait à ce dispositif-là, très créatif, très riche potentiellement, d'être partagé et donc de monter, de gagner en intensité. Je veux dire, moi j'ai vraiment le sentiment que là, cette montée en intensité via l'énergie, via la lumière, et cette lumière et cette énergie qui sont partagées, c'est vraiment l'essence de Ouest Lumière. C'est vraiment là que se situe la mission et le plaisir que les personnes ont à y participer. C'est cette capacité de relation qui fait que 1 plus 1 est égal à 3. Et non pas à 2. Voilà. C'est-à-dire, c'est là où d'ailleurs je m'amuse en faisant une référence à Dada, c'est-à-dire qu'on part vraiment du banal, mais on le transfigure, ce banal. En fait, c'est parce qu'on est ras des pâquerettes et du terrain qui est partagé qu'on touche potentiellement à l'universel. Et pas parce qu'on a le sentiment qu'on est des dieux vivants ou je ne sais quoi. Non, non. C'est parce qu'on part de ce terrain et on invente à partir de ce terrain quelque part et des relations
entre ces individus, ils sont juste sous la lumière, en fait. Et c'est ce qui leur donne cette capacité à interagir les uns avec les autres, à avancer ensemble et potentiellement à susciter d'autres mondes et à les faire partager. Voilà. Et je crois que là, il y a quelque chose qui permet de concrétiser en fait cette connexion entre les mondes de science-fiction, entre les mondes de l'imaginaire et le meilleur en fait des dispositifs d'art contemporain. Là, il y a quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup de sens et qui, en tout cas, me semble excessivement plaisant, intéressant et prometteur pour le futur. C'est intéressant parce que finalement, tu sais, on a fait l'analogie avec Antoine Mandel, avec la théorie de la relativité d'Einstein. Et cette théorie donc lie à travers une masse commune, eh bien, la vitesse et le mouvement au repos. Donc, il y a des corps en mouvement et des corps en repos. C'est finalement la masse qui se crée de la rencontre entre les corps en mouvement et les corps en repos qui devient une masse critique qui va finalement permettre d'accélérer le corps commun et de faire que ce corps commun va s'approcher de la vitesse de la lumière. Évidemment, une formulation mathématique qu'on pourrait qualifier non pas de premier degré, non pas de deuxième degré, mais de troisième degré. C'est-à-dire, on est là vraiment dans quelque chose qui à la fois nous correspond totalement et nous dépasse, et qui effectivement fait écho aux théories de la relativité, à ce que moi j'appelle la subjectivité relative, mais aussi à cette dimension de la physique quantique, de ondes et particules. C'est-à-dire qu'on rentre par ce biais-là, potentiellement en tout cas, dans l'impossible. Mais l'impossible qui, au fond, d'une certaine manière, alors est-ce qu'on peut dire qu'il est démontré? En tout cas, la potentialité de l'impossible est au cœur de la théorie de la relativité et plus encore, évidemment, de la physique quantique, avec le chat de Schrödinger et toutes ces dimensions qui sont assez fascinantes, en fait. Donc, et je crois que c'est là encore éminemment contemporain, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait du siècle dernier ou d'il y a 150, 100 ans, qui viendrait aujourd'hui, il aurait le sentiment d'être dans un enfer ou un paradis, mais dans un monde absolument inouï, en fait, dont il ne comprendrait strictement rien. En fait. Et aujourd'hui, on voit bien que l'une des caractéristiques de ce qui nous arrive, que ce soit une pandémie ou telle intelligence artificielle, qu'on adhère ou non, on va dire, aux visions qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui aurait été à un temps de l'ordre de l'impossible. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas pouvoir détruire l'humanité. Hiroshima a montré qu'on pouvait la détruire et que l'humain pouvait le faire sans besoin de quelques dieux. On ne pensait pas pouvoir créer la vie, et aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'effectivement, via le clonage ou d'autres, on peut créer la vie. Donc, la vision, la posture la plus réaliste aujourd'hui est forcément celle qui est la plus irréaliste. C'est celle qui admet la possibilité de l'impossibilité, en fait. Et c'est cette possibilité de l'impossibilité qui est mise en scène, qui est valorisée par l'énergie artistique et par le rapport qu'elle peut tisser et à la théorie de la relativité d'Einstein et bien évidemment à la physique quantique. Je crois que moi, c'est ma manière de lire Bien sûr. Équations mathématiques auxquelles, d'un certain côté, je ne comprends rien. C'est-à-dire, j'en induis une compréhension sans en savoir, sans en maîtriser en quelque sorte les données précises. Même si j'ai fait une maths sup que j'ai arrêtée 2 mois avant de passer en maths spé. Ça se ressent quand même, ça se ressent. Voilà, oui, tout à fait. Donc voilà, ça se ressent. C'est des équations qui se ressentent. Donc voilà, donc effectivement, là, il y a en tout cas un potentiel, une adéquation au réel d'aujourd'hui. Oui. Cette possibilité de l'impossibilité, c'est vraiment quelque chose qu'on doit accueillir. Et alors justement, tu parlais de l'équation de Schrödinger tout à l'heure, et notamment dans cette réflexion sur la formule de l'énergie artistique, on est allé jusqu'à plutôt que de travailler sur la question de particules, de monades, en tout leur sens évidemment dans le cadre de Westmere, on a plutôt envisagé les choses comme Schrödinger le modélisait, c'est-à-dire à travers l'idée que ce sont là des ondes qui agissent. Qui parle d'ondes finalement n'est pas loin de flux en énergie artistique, notamment dans notre cas, qui pourrait avoir ici une valeur de quanta, qui serait en mesure de libérer une dose équivalente d'énergie et qui agirait comme un effet potentiel multiplicateur. Donc, à l'instar d'une onde plane progressive harmonique, peuvent le déterminer les mathématiciens, l'idée, ça serait de libérer l'action de l'art de façon équitable. Et donc, qui pourrait donc toucher même autre chose que les corps des artistes ou les corps justement de ceux qui maîtrisent, entre guillemets, l'art. Et cette suite d'ondes, de lumière, pourrait provoquer une forme d'énergie équivalente susceptible de produire un rayonnement. Et c'est ce rayonnement-là qui, finalement, serait un moteur potentiel. Oui, de toute façon, c'est la nécessité de concrétiser ce qu'on a tendance à imaginer comme impossible à concrétiser. C'est-à-dire ces ondes, ces flux d'énergie
partagés et qui effectivement potentiellement rayonnent et qui donc vont toucher un public beaucoup plus vaste, qui lui-même va pouvoir envoyer ses propres rayons. En tout cas, le potentiel, il est, à mon sens, très précisément là, en fait. Hein. Et c'est vrai que cette vision, elle essaye de rendre tangible, d'une certaine manière, ce qui peut paraître paradoxal, au fond, finalement, une puissance d'imaginaire qui au fond, est comme traduite dans l'immédiateté en lumière. Et c'est cette dialectique entre les imaginaires et la capacité à les transformer en rayons partageables, pouvant s'échanger les uns les autres, émanant non seulement d'ailleurs des individus, mais des choses, des êtres multiples, qui, à mon sens, peut définir potentiellement une sorte de nouveau paradigme et d'être au monde. Il faut le prendre à la fois très sérieusement et avec le maximum d'humour, mais c'est plus solide et sérieux qu'il n'y paraît. Hein. On a besoin de ce type de magie et on a besoin de la ressentir en fait aujourd'hui si l'on veut réussir à transformer le monde, à nous transformer nous-mêmes aussi par ce biais-là. Alors, sur cette force de transformation, justement, donc c'est toujours cette projection vers un monde futur possible, finalement. Tu parles à travers l'évocation des sculptures de CO2, eh bien, d'un renversement de perspective pour que l'humanité pourrait opérer dans le but de cajoler Gaïa. Donc, moi, j'aime bien cette idée de renversement de perspective. C'est beaucoup plus fort, d'ailleurs, que le mot de transition. Oui, parce qu'en fait, la transition, elle suppose qu'on ne change pas de territoire. C'est qu'on reste sur un seul et même chemin. Je pense qu'il y a vraiment une pluralité de chemins, comme il y a une pluralité de futurs. La logique du renversement de perspective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par rapport à la notion de transition, la transition, c'est un moyen. C'est une méthode pour aboutir potentiellement à un renversement de perspective vécu. Hein, c'est-à-dire qui est non plus... Le mot perspective pourrait être envisagé aussi à un moment. Hein, mais, Oui, tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, le renversement de perspective, c'est tout simplement le socle. Hein, c'est-à-dire, c'est comme si soudainement, un seul et unique chemin, qui est celui de la transition, se surmultipliait en une myriade de chemins colorés de manière complètement différente, et que donc cette fois-ci on avançait sur un territoire qui aurait été lui-même transformé. Et pourquoi renversement? Parce que aussi, de manière là très prosaïque, pour qui est familier des idées de toute cette constellation en fait, hein, qu'il y a autour de quelqu'un comme Bruno Latour, de gens comme Donna Haraway, comme Isabelle Stengers, comme Anna Tsing et comme beaucoup d'autres. Hein. Au fond, finalement, entre ce que tous ces gens-là décrivent, mais aussi Baptiste Morisot, Anna Damasio, de science-fiction, il y a vraiment aujourd'hui, heureusement, hein, même si on est tous minoritaires, il y a quand même une constellation de personnes et d'artistes aussi qui essayent d'avancer dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de renversement de perspective? Parce que tout simplement, entre une logique qui est celle de la plantation, une logique qui est extractiviste, qui fait fi en fait de son milieu, de son environnement, qui considère comme une usine finalement, hein, qu'il y a un objectif utilitaire, on a cette plantation et on se coupe totalement du milieu pour être le plus efficient possible afin de produire tel ou tel produit, tel ou tel service. En fait, hein. Là, on est sur un mode qui est extractiviste et un mode qui est univoque en fait et qui exclut en quelque sorte l'ensemble du milieu et de l'environnement. Et le renversement de perspective, c'est comme si on renversait la pyramide, c'est-à-dire que ce qui devient primordial, c'est plus ce petit concentré, ce petit chemin unique avec des fils de barbelés des deux côtés, c'est au contraire l'ensemble du milieu, c'est-à-dire que le milieu devient le chemin, quelque part. Hein. Et ce renversement de perspective, c'est là où ils ne sont concernés que ceux qui sont dans cette petite route avec ces fils de barbelés, soudainement, c'est l'ensemble des êtres qui sont dans ce milieu au sens large, dans cet environnement au sens large, qui peuvent participer, reconstruire ce chemin. Hein. Donc, on n'est plus dans l'implantation, on est dans une sorte de permaculture culturelle. Hein. C'est-à-dire qu'on est une permaculture artistique, en fait, nourrie d'énergie solaire, nourrie de ces lumières. Et c'est là qu'est le renversement. C'est là qu'il y a un véritable renversement de perspective. Hein. Ce n'est plus le chemin qui s'extrait du milieu, c'est du milieu même que naissent une multitude de chemins inséparables de ce milieu et donc de l'ensemble des êtres qui y collaborent et qui en sont les acteurs. Et donc, on se retrouve non plus avec une production unique, mais avec une multiplicité de productions, dont celle peut-être qu'on cherchait au départ, mais qui soudainement a une dimension tout autre, une dimension partagée qu'elle n'avait pas. C'est là où on comprend que c'est, au-delà d'une transition, un vrai renversement de perspective, parce que c'est la logique même de ce dont on parle qui a changé.
qui s'est transformé. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, d'absolument crucial. On peut y arriver par des biais de transition, mais il s'agit profondément d'un renversement, d'un autre paradigme, d'une autre façon de faire monde et d'être au monde. C'est totalement ça. Et alors, c'est étonnant parce que ça rejoint la philosophie de Glissant. Par exemple, on est là dans quelque chose qui est antidirectionnel, finalement. On est très archipélique. Ouais. C'est-à-dire qu'on respecte l'autre, on respecte son énergie, mais on va finalement cumuler les forces plutôt que les hiérarchiser ou les rendre hégémoniques par rapport à d'autres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de tout concentrer en une voie unique définie en amont, on va commencer par un travail de déconcentration, un travail de partage, un travail d'immersion au sein du milieu, pour mieux, non pas nous déconcentrer et uniquement nous déconcentrer, mais pour mieux jouer de ce jeu de concentration et de déconcentration, pour mieux en permanence, afin d'aller vers dans les directions où on a envie d'aller, pour mieux en permanence, en fonction d'un horizon, à la fois nous concentrer, nous déconcentrer, nous reconcentrer, nous nourrir une nouvelle fois du milieu avant de repartir les uns vis-à-vis des autres, nous faire rejoindre par d'autres. On est sur une logique justement où là, on s'enrichit de la pluralité des visions, de la pluralité des chemins, ce qui transforme d'ailleurs au fur et à mesure du temps l'horizon. Donc on est dans une relation qui est au fond qui peut sembler assez complexe, mais c'est là l'intérêt des dispositifs artistiques et des dispositifs d'énergie artistique encore plus, c'est que ce qui peut paraître complexe, lorsque c'est vécu, ne l'est plus. Oui, Et oui, c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que lorsque les mots essayent de décrire ce qui est en train de se passer, il est évident que décrire la plantation, c'est beaucoup plus simple que de décrire la non-plantation, c'est-à-dire les chemins au cœur de milieu. Mais lorsqu'on le vit, il suffit de suivre voie de lumière et ça se fait tout naturellement en fait. Et c'est là où l'art contemporain et les dispositifs de West Lumière ont un sens. C'est justement dans cette démonstration sensible que ce qui peut paraître complexe au premier abord l'est au fond beaucoup moins que la plantation. Parce que la grande différence qu'il y a entre la plantation et le dispositif ouvert qu'on décrit, c'est que la plantation, pour être construite, nécessite un travail de destruction préalable des individus comme des milieux absolument terrifiant. Alors que le dispositif ouvert que l'on décrit, lui, au contraire, à la façon de la permaculture, le travail premier qu'il a, c'est de s'immerger dans ces milieux, d'en prendre conscience, de les écouter, d'avancer, ce qui est beaucoup plus simple. Aucun travail de destruction. Certes, on peut avoir un travail de mise à l'écart, mais ce n'est pas un travail de destruction, c'est un travail d'orientation, ce qui, au fond, est moins violent. Et c'est ça, ce renversement, il est vraiment là, en fait. C'est dans ce chemin, cette attitude-là, cette démarche qui, effectivement, est beaucoup, et au fond, totalement différente. Et toute la différence qu'il y a, si on reprend les exemples de Bernard Stiegler, c'est ce que je viens de décrire là, à mon sens, et avec mes mots, comme avec les tiens, avec ceux de West Lumière, c'est vraiment toute cette différence qu'il y a entre, au fond, une façon d'avancer, une façon de construire, de la plantation de l'usine, donc qui serait anthropique, c'est-à-dire qui potentiellement n'aboutit qu'à des logiques lentes de destruction tout en créant leur production, face à des logiques qui seraient néganthropiques, c'est-à-dire qui, au contraire, à partir de ce chaos, en s'immergeant dans les milieux, seraient créatrices d'harmonie multiple, en fait. D'harmonie multiple, alors, non sans danger, non sans déséquilibre, bien évidemment. C'est vraiment cette logique-là entre l'entropie et la néganthropie que décrivait Bernard Stiegler, qu'on retrouve là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de penseurs qui, avec leurs mots à eux, leur logique à eux, au fond, on décrit ce type d'évolution dont, à mon sens, nous avons, nous, avec les actionnaires, à travailler collectivement, en quelque sorte, la visibilité, le partage et la construction. Voilà, je pense qu'à travers cette idée de réinventer notre réel comme fiction, Pantousol positionne aussi un niveau de réception et de projectibilité qui est très intéressant parce que ça nous amène à puiser dans nos ressources déjà présentes. Oui, tout à fait. Il y a une façon dans ce jeu-là d'assumer, en quelque sorte, la richesse des fictions qui nous constituent. C'est-à-dire qu'au lieu de les mettre de côté, de les considérer comme des divertissements ou comme des choses sans importance, on les accueille en notre sein, on essaye de les partager, parce qu'effectivement, dans un monde et ça c'était les termes de Jean Baudrillard, qui dans un monde de simulacre, dans un monde où il est devenu presque impossible de différencier le vrai du faux, dans un monde de storytelling, dans un monde en fait qui se donne comme vrai mais qui au fond n'est que fiction, réinventer quelque chose de juste suppose de réinventer le réel comme fiction. Et donc
Parce que ce qui est juste, c'est les fictions qui nous portent, c'est les fictions qui nous inspirent, c'est les fictions qui nous permettent de tisser des relations avec l'autre, constructives plutôt que destructrices. Donc, puiser dans ces fictions-là, en éjectant les autres, bien par ce biais-là, quelque part, on opère un travail de reconstruction au cœur même de la crise. C'est-à-dire au cœur même de ce laboratoire assez désastreux que devient peu à peu la planète, au fond, finalement, cette zone de Stalker, en fait, donc cette zone critique, comme si elle avait été visitée par des sortes d'extraterrestres qui s'étaient enfuis ensuite, nous laissant tout à volo. En fait, voilà, on se dit, voilà, plutôt que d'accepter ce qui serait vécu comme une fin du monde, qui au fond n'est qu'une fin d'un monde, on travaille à reconstruire, à créer un autre monde. C'est-à-dire, on accepte l'idée, c'est la chrysalide du papillon, en fait. On accepte l'idée, au fond, que c'est autant une crise et un désastre qu'une façon de rebattre les cartes et de se saisir de potentiel. Et on utilise les fictions qui nous parlent pour concrétiser ces potentiels, pour en quelque sorte recréer un réel sur les décombres du réel d'hier. Alors, Ariel, moi j'avais une question à te poser. Ce que tu dis, page 41 de cet extraordinaire ouvrage, page 41, Ariel, tu cites, tu parles de Stigler et en même temps, alors tu dis, tout imaginaire s'apparente à un potentiel. Donc tu nous parles de potentialité, de la puissance des imaginaires et donc de l'importance cruciale dans nos mondes urbains et saturés de mots, de sons et d'images, de faire émerger cette potentialité, à l'instar des nouvelles technologies qui, selon Stigler, justement, nécessiteraient une thérapeutique pour ne pas être nocive. L'imaginaire, lui, est une sorte de pharmacone, à la fois poison et antidote. C'est très actuel en même temps. Moi, c'est vrai que je reste marqué par l'héritage de Bernard. Les imaginaires, c'est quand on parle d'imaginaire, moi, je sais que j'ai pas mal d'amis en fait, qui parfois sont méfiants par rapport à cette notion d'imaginaire. Je crois qu'ils sont méfiants parce que tout simplement, les imaginaires n'ont pas de polarité en eux-mêmes. Ils ne sont pas ni positifs ni négatifs. Voilà. Simplement, ils sont partout. Et dans nos sociétés, notamment urbaines, parfois, ils s'assument comme tels et d'autres fois, non. En fait. Bon, le storytelling, c'est rien d'autre que tous les récits qu'on entend ne sont rien d'autre que des formes imaginaires. La mémoire, qui est en réinvention perpétuelle, appartient aussi, d'une certaine manière, au territoire des imaginaires. Et là où le concept est un peu compliqué et ne plaît pas forcément, c'est qu'on maîtrise bien la raison, l'argument raisonné et critique, et je pense que c'est absolument essentiel, mais lorsqu'on parle d'imaginaire, on a l'impression de quelque chose parfois de filandreux, d'ectoplasmique, quelque chose sur lequel on aurait difficilement prise. Voilà. Et l'autre point aussi, c'est qu'on a en tête aussi quelque chose qui peut avoir plusieurs types de polarité et qui peut être de l'ordre du divertissement ou de l'ordre de l'asservissement. C'est-à-dire, il y a des imaginaires qui, sans même qu'on s'en rende compte, nous possèdent, alors même que nous pensons les posséder ou que nous ne les concevons même pas. Par exemple, un moteur de recherche comme Google est pétri d'imaginaire. C'est-à-dire, il y a une surpuissance, et quand on va à la source de ce que nous disent Larry Page et Sergey Brin par rapport à Google, on voit bien qu'ils le voient comme une sorte ils le disent tel quel, comme une sorte de mini HAL 9000, c'est-à-dire que leur référence absolue est et par rapport à l'espace, et par rapport à l'intelligence artificielle, et par rapport à l'autonomie derrière qui peut se créer avec les dangers qui vont derrière, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, très clairement. Bon, un autre créateur du système d'exploitation Android, qui s'appelle Andy Rubin, qui maintenant n'est plus chez Google, en janvier 2016, il a souhaité bon anniversaire à Roy Batty. Roy Batty, c'est le répliquant Nexus 6, au même titre que Rachel, du film Blade Runner de Ridley Scott, inspiré donc du roman de Philippe K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Donc ça veut dire que, je crois que c'était le 8 janvier 2016, il a envoyé sur Twitter un message avec une photo de Blade Runner, où on voit la fiche signalétique donc, de Roy Batty, joué par Rutger Hauer dans Blade Runner, pour souhaiter bon anniversaire d'activation à Roy Batty. Quand on réfléchit derrière, on se dit mais comment c'est possible? En fait, il a pu le dire parce qu'il n'était plus chez Google. Et après, on se dit mais tiens, comment Google a appelé en fait tous ces terminaux qu'ils ont créés à partir de leur logiciel, de leur système d'exploitation Android, pour montrer aux fabricants à quel point c'était génial et on pouvait aller très loin avec tout ça. Il a nommé ces terminaux des Nexus. La gamme s'appelle Nexus, en fait. Et les Nexus 6, ce sont les androïdes de Blade Runner. Donc là, on a une démonstration parmi beaucoup d'autres de la puissance des imaginaires. Bon, mais simplement,
bien évidemment que ce que ne dit pas Andy Rubin, ce qu'ils ne disent pas, c'est que dans Blade Runner, et encore plus dans le bouquin de Philippe K. Dick, il y a une situation presque post-apocalyptique, mais il y a aussi cette clé de l'empathie, il y a une énergie artistique qui se dégage, et du film, et plus encore du roman, extraordinaire, et qui est une énergie rebelle, révoltée en fait. On peut donc potentiellement opposer au Nexus de Google, les vrais Nexus 6, Rachel, la beauté, la poésie de Rachel l'androïde. On peut opposer en quelque sorte l'empathie, y compris vis-à-vis de mécanique, à ces gens-là. Donc, creuser les imaginaires, là en l'occurrence de ces puissances, de ces nouvelles puissances de l'hypercapitalisme, pour mieux les retourner contre eux, c'est au fond faire œuvre d'énergie artistique. C'est-à-dire, c'est développer une énergie comme eux ont développé une énergie qu'ils ont puisée notamment dans bien d'autres choses, en particulier dans ces imaginaires. Les imaginaires, c'est un carburant, c'est-à-dire que lorsque les fondateurs de Google, lorsqu'ils assument, et après ils ne le disent plus parce qu'ils voient que ça peut être mal interprété, cette influence de 2000 ans du lycée de l'espace, tous ces gens-là assument complètement la façon dont les imaginaires leur servent pour construire et pour bâtir. Et nous, malheureusement, ici, on a largement les moyens, d'un point de vue critique et d'un point de vue constructif aussi, d'utiliser ces imaginaires et beaucoup d'autres, d'où qu'ils viennent, et notamment les imaginaires de science-fiction, parce que c'est ce que je connais le mieux, pour, à notre tour, déconstruire leur système et construire les nôtres. Donc, là, je donnais cet exemple avec Google, mais ça montre bien, au fond, à la fois la difficulté d'appréhender cette notion d'imaginaire en termes pratiques, en termes opérationnels, parce qu'au fond, ce que je vous ai raconté d'Andy Rubin avec les Nexus 6 et avec la gamme Nexus et avec cette photographie, cette bon anniversaire à Rami Bati, c'est quelque chose que d'ordinaire, on ne voit pas. C'est-à-dire que la manière dont les imaginaires nous orientent, nous influencent, est quelque chose de plus souvent d'invisible, en fait. Et d'autant plus invisible, bien évidemment, lorsque ce sont des gouvernements qui jouent, lorsque ce sont des États, des multinationales qui jouent de ces imaginaires. Or, que fait West Lumière, si ce n'est assumer, au travers en plus d'une entreprise immémoriale, West Lumière, disparue, qu'est-ce qu'il fait? Sinon, assumer, en quelque sorte, lever, rendre visible et lisible une entreprise, au sens noble du terme, une initiative, jouant d'imaginaires, et en l'occurrence les imaginaires de la lumière, les imaginaires des astres, les imaginaires du soleil, jouant de tout ça pour susciter des transformations, pour créer des connexions entre nous et avec d'autres qui sont tous les spectateurs. Donc on voit bien que l'enjeu de se saisir des imaginaires pour l'orienter dans une polarité, ce que fait West Lumière, qui soit non pas destructrice, marketing et tout ce qu'on veut, mais au contraire, à notre sens, à nous, constructive, d'autres manières de voir le monde, d'un rapport au milieu totalement différent, beaucoup plus large, beaucoup plus riche, eh bien, à mon avis, c'est un enjeu qui est assez majeur. Voilà. Ta conclusion et outrepasser mon rôle de président pour livrer toutes tes conclusions d'ailleurs qui s'articulent autour de 7 figures fantastiques qui réinventent le réel comme fiction. Mais néanmoins, c'est vrai que tu viens de poser là à travers cette présentation très rapide et synthétique ce qui te lie à West Lumière. Comment est-ce que nous retrouvons sur ce schéma immatériel et en même temps peut-être dans une forme d'invisibilité présente, constante et alternative en même temps. Alors j'aimerais rendre hommage à ton affirmation de la page 579 qui met à l'honneur la sculpture de CO2. Ça tombe bien parce que nous avons ici l'actionnaire avec qui tout a commencé pour la sculpture de CO2, le directeur des bureaux des abysses et des basses œuvres, le Babo. Alain Bonneville, voilà, qui est donc un chercheur éclairé également, qui a su nous apporter des clés qui étaient fondamentales pour mettre en œuvre le processus de création des sculptures de CO2. Alors, je te cite, Ariel, « De loin, les choses ressemblent à de grosses bulles blanches, des ballons joliment défigurés ou les gouttes de craie liquide qui auraient été stoppées puis figées dans leurs écoulements. Ces pièces alchimiques à la paroi de verre et de carbonate ne servent à rien, mais elles en disent long sur le renversement de perspectives que l'humanité pourrait opérer pour cajoler Gaïa plutôt que d'alimenter sa fièvre. Il s'agit de sculptures de dioxyde de carbone réalisées dans le cadre d'un laboratoire sous expertise de l'artisan Thomas et du géophysicien de la Terre Alain Bonneville. À imbiber de l'énergie artistique dont Yann Thomas est le théoricien, transmise pour transmuter les dystopies de Gaïa 4.0 en biotopie et utopie terrestre, ces œuvres de CO2 nous racontent en silence leur désir d'être enfouis. J'aimerais savoir le bureau des abysses et des basses œuvres, comment se déroulait actuellement, puisque je viens de voir que tu avais tout près de toi
une sculpture de CO2. J'aimerais savoir, quelles sont les avancées éventuellement actuelles eh bien de tes imaginaires au contact non seulement de ta spécialisation d'enfouissement de CO2, mais est-ce que tu fais encore tout ça aujourd'hui ou est-ce que ça a pu s'appliquer de façon élargie à travers ces usines thermiques que tu as renversées finalement, en tout cas que tu as proposé de renverser pour enfouir le CO2 sous terre? Est-ce que tu y es parvenu? Non, on va dire, hein, je veux dire, parce que l'enjeu est considérable, hein. Il s'agissait, c'est là où l'énergie artistique et l'énergie scientifique se heurtent à l'énergie financière. Parce que pour stocker le CO2, il faut des milliards, en fait. Donc, peut-être pour les actionnaires de West Lumière qui ne sont pas au courant de ces projets, il s'agit de capter le CO2 à la sortie des usines thermiques ou des raffineries qui constituent à peu près un tiers de l'émission totale de CO2 à la surface du globe. Donc, c'est un des outils de lutte contre le réchauffement climatique. L'objectif était de capter ce CO2 à la sortie de ces usines de façon à les rendre propres, en tout cas pour leur émission de CO2, et ensuite d'enfouir le CO2 dans la subsurface, en souterrain, si vous voulez, entre 1000 et 2000 mètres de profondeur, dans des zones où il ne ressortira pas, parce que ce n'est pas l'objectif, hein, qu'il ressorte rapidement, et où il se transforme, dans le meilleur des cas, en carbonate, il se transforme en pierre. Il redevient ce qu'il était auparavant. Donc, artificiellement, on boucle le cycle. Mais faire ça signifie on diminue l'efficacité énergétique des centrales par un facteur de 30% aussi, ce qui veut dire l'augmentation d'électricité de 30%, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'incitation forte de la part des gouvernements, comme c'est le cas en Norvège par exemple, où il y a une taxe sur la tonne de CO2 émise, s'il n'y a pas d'incitation forte de la part des gouvernements, alors évidemment, ça ne se fait pas. Donc on en est toujours au niveau du prototype. De très nombreux projets maintenant sont suffisamment avancés pour qu'on sache que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. On travaille actuellement sur la diminution des coûts, au niveau de la capture notamment. Et seule l'instauration d'une taxe carbone permettra de passer le cap et de pouvoir transformer ces prototypes en réalité. Mais si maintenant, je vois on est déjà en 2021, si l'objectif est d'arriver à diminuer les émissions de CO2, de les réduire de la moitié en 2050, on ne va pas y arriver. En tout cas, ce ne sera pas grâce à la capture de CO2. Il faut à peu près 10 ans pour mettre en place une centrale qui soit propre. Voilà, donc c'est mitigé en termes de bilan, je dirais. Mais j'aimerais parler aussi un petit peu d'imaginaire en création scientifique parce que c'est clé aussi, évidemment. Ça part toujours d'une idée, ça part toujours d'un imaginaire qu'on a dans la tête. Pour moi, la science-fiction a joué un rôle considérable dans les années à mon adolescence. C'est vraiment ce qui m'a orienté vers la science, je dirais. Donc, je ne connaissais pas l'anecdote citée par Ariel pour Android. Donc, j'ai apprécié parce que Kadik est un de mes écrivains préférés. Donc, ouais, je trouvais ça formidable. Et puis, pour ce qui est de l'imaginaire actuellement, je travaille sur des projets de géothermie haute énergie. L'idée, c'est d'aller forer des puits pour récupérer, bon ça c'est pas nouveau comme idée, hein, la chaleur, mais là où c'est tout à fait nouveau, c'est qu'on veut récupérer la chaleur près des volcans et qu'on veut atteindre des températures de 500 degrés, où on pourra avoir des centrales qui soient 10 fois plus efficaces, sans absolument aucune émission de gaz à effet de serre. Et ce qu'on veut rendre, c'est un concept qu'on appelle le super hot rock. Et on veut pouvoir le généraliser partout, parce que si à proximité des volcans, on trouve ça à faible profondeur, c'est pour faire un prototype. Et on a un volcan qu'on essaie de promouvoir pour ça. Mais on peut le généraliser à l'ensemble de la Terre. Et il s'agit de forêts simplement beaucoup plus profondes. Donc, on collabore actuellement sur un projet de ce type. Plusieurs startups qui ont développé des outils pour forêts profondes. Enfin bref, c'est super excitant. Et l'imaginaire, là aussi, prend énormément de rôle, évidemment. Comme vous l'imaginez, la créativité scientifique, c'est pas si loin que ça, que la créativité artistique. Absolument. Ce que je trouve intéressant, justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on ne l'a pas fait, je trouve cette idée
extraordinaire parce que finalement, elle m'a donné envie, en tout cas, de l'incarner à travers cet objet. Mais ce qui a pu se faire, on l'a réussi grâce à tes labos, grâce aussi à une mobilisation d'un souffleur de verre qui est aussi actionnaire de Ouest Lumière. Et donc, finalement, tout ça, à travers Ouest Lumière, c'est fait malgré tout, même si ça ne s'est pas fait concrètement, en fait. Et le fait que ça se soit réalisé à travers Ouest Lumière me laisse penser que ça pourrait également se réaliser en un second temps autrement, finalement, que par des canaux qui sont des canaux très lourds, quoi, que tu connais parfaitement. Oui, bien sûr. Juste pour finir sur une note politique, l'arrivée de l'administration Biden ici va aussi changer la donne en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Et on peut imaginer que de très nombreuses choses changent dans les 2 ans qui viennent. C'est ça, Ça, voilà. un peu d'espoir. Exactement. Une chose est de constater qu'effectivement, par rapport au moment où la sculpture de CO2 a été faite, les choses avancent très lentement, en fait, hein, et sans doute beaucoup plus lentement qu'on aurait envie en rapport au constat qu'on fait sur le réchauffement climatique, en fait, avec tous les rapports, etc. En même temps, moi, ce dont je suis persuadé, c'est que la sculpture de CO2, bien évidemment, démontre par le faire qu'il y a des alternatives, il y a d'autres possibilités, en fait. Et je pense que ça peut sembler assez primaire, mais je pense que c'est absolument essentiel, parce qu'il y a quand même aujourd'hui, que ce soit par rapport à l'économie, la façon de faire de l'économie, par rapport à l'emploi, qui à mon avis n'a aucun sens, par rapport à la libre croissance, par rapport à tout ce qui fait société au fond finalement, ou par rapport à des éléments très concrets comme celui-là, des œuvres d'imaginaire bien construites, bien pensées collectivement comme cette sculpture de CO2, même si elles n'ont pas d'effet immédiat, même si les choses prennent du temps, elles sèment une graine. On ne sait pas quand ça essaimera, on ne sait pas quand ça poussera, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, peut-être un peu trop tard par rapport au réchauffement climatique, mais en même temps, ce n'est jamais inutile, bien au contraire. Je veux dire, je pense que ce que fait Yann, ce que fait Ouest Lumière, ce que font moi les artistes ou les œuvres que j'apprécie, elles ne travaillent pas forcément uniquement à court terme. Je pense qu'on doit, malgré ce sentiment d'un danger immédiat, on doit retrouver le goût du temps. Et surtout ne pas hésiter à être ultra minoritaire, semer ces graines qui peut-être deviendront demain majoritaires, ou deviendront, si ce n'est majoritaire, mieux partagées. L'exemple de Biden, de Trump-Biden, est tout à fait signifiant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'il y avait Trump qu'il fallait arrêter d'agir, de penser, de créer, de construire, de construire des imaginaires, des idées, des fictions qui potentiellement pourraient donner lieu à des réalités, à des concrétisations demain, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient entrepreneuriales, quelles qu'elles soient en fait, mais mais d'une certaine manière changent la donne. Donc je pense que cette logique de construction, de démonstration par les histoires et le faire, d'alternatives, je pense que c'est quelque chose qui est absolument majeur. Voilà. Et au-delà de l'humour qui nous réunit ici, c'est assez essentiel. Voilà. En effet, mobiliser, c'est fondamental. Je voulais citer également ce que tu dis à travers Yves Citon, page 36. Comme l'écrit l'archéologue des médias et professeur de littérature Yves Citon, dès lors que, par son système d'accroche et son script, un récit parvient à attirer mon attention, il redirige les flux de mes désirs et de mes croyances en les investissant dans l'antagonisme que met en scène sa structure, en les branchant sur des systèmes de valeurs représentés dans le conflit, en m'invitant à prendre plus ou moins de distance envers ces systèmes, ceux que j'avais tendance à rejeter, comme ceux auxquels je croyais pouvoir adhérer, selon les modulations infinies permises par les jeux de la voix narrative. Prêter attention à un récit, c'est faire entrer sa sensibilité, sa complexion affective, ces systèmes de valorisation dans une machine qui en canalise et en retraite les flux selon les dispositifs propres. Alors, c'est très intéressant dans tout ce que dit Yves Citon par rapport à la question de récit, parce que là, on est dans une redistribution de l'énergie. En assumant l'interdépendance. Et en assumant l'interdépendance, en assumant le danger qu'il y a derrière aussi, en fait. Mais oui, je pense que c'est absolument majeur. Il ne faut pas sous-estimer la puissance potentielle d'imaginaire en termes d'effets, surtout d'ailleurs lorsqu'il y a une participation et lorsqu'il y a une confrontation quelque part avec le réel. On sait très bien, effectivement, que la meilleure réponse à certaines formes de racisme, c'est tout simplement la proximité, la fréquentation, le partage avec des objectifs communs, avec des gens qu'on aurait tendance à mettre à la poubelle et dont on réalise que c'est nous qui aurions dû être à la poubelle avant parfois. Et l'art, en fait, a cette potentialité, quelque part, on va dire, de réunir des gens qui jamais auparavant n'auraient été réunis. Alors évidemment, Dynamo Fukushima ou d'autres
voilà, avait un côté peut-être que certains pourraient trouver un peu naïf, mais tout le monde pourrait y participer. C'est quelque chose qui a de la valeur, que des gens qui potentiellement ne connaissent rien de l'art contemporain et auraient même tendance à penser que c'est quelque chose de totalement inepte, puissent participer à une action en réalisant que ça a du sens. Bon. Et je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Et ça va avec aussi d'ailleurs le présupposé, le pourquoi au départ aussi de mon pavé rose et mauve. C'est qu'à un moment donné, on a aussi ce sentiment de sidération en fait aujourd'hui. Sidération face au réchauffement climatique, face voilà, il y a tous les courants de la collapsologie. Il y a quand même une sidération par rapport à toutes ces questions-là qui parfois nous bloquent. Il y a aussi une sidération par rapport à cette démesure technologique, au transhumanisme. D'un côté, d'ailleurs, on a la logique du retour aux limites. De l'autre, on a quelque chose comme l'explosion des limites. Et mis bout à bout, ces deux focales nous bloquent littéralement, l'une et l'autre parfois nous bloquant également. Et je pense que agir avec même des technologies aussi frustes qu'un vélo pour faire fonctionner de l'énergie avec un véritable objectif qui soit un objectif de transformation planétaire, même si évidemment c'est de l'ordre du rêve, de l'ordre de l'imaginaire, ça a du sens sur cette logique-là, parce que ça rompt cette logique de sidération. Ça rompt cette logique. Au fond, finalement, c'est comme une façon de dire, évidemment qu'il faut aujourd'hui considérer les limites, mais l'humain, il peut aller au-delà de ses propres limites. Donc, on peut peut-être les déplacer, les faire évoluer en les considérant réellement, en considérant réellement tous les êtres et toutes les conséquences de nos actes. Et je crois qu'il y a dans la démarche du président, de Ouest Lumière, et j'imagine de beaucoup des actionnaires, quelque chose de cet ordre-là. On l'a vu avec ce que Bobo tu as dit, et je pense que ce serait le cas, et c'est un peu aussi l'idée de ces séances, en fait, hein, c'est de faire partager, en quelque sorte, ces visions et ces actes de chacun, de façon à bien faire rendre tangible finalement cet apport d'énergie artistique qui, à notre sens, je crois que je peux parler au nous peut-être, va bien au-delà en fait de ceux qui se disent ou se veulent ou ont l'étiquette d'artiste. Et je pense que cet élargissement est absolument majeur aujourd'hui si on veut participer à faire évoluer un petit peu les choses, tout en se faisant plaisir en fait par la même occasion. Il y a aussi la notion de plaisir qui va avec, mais c'est un plaisir sur la durée. C'est pas un plaisir immédiat, c'est pas un plaisir de consommation. C'est un plaisir de création et de construction commune. C'est très intéressant parce que finalement, ça nous permet de valider une rencontre, une relation qui finalement n'a pas de limite au niveau temporel ni physique aujourd'hui, puisque nous sommes connectés en permanence également. C'est ce que je trouve assez admirable parce que c'est devenu assez rare de considérer finalement le rapport à l'autre dans ce type de formulation, hormis évidemment par la famille ou par des amitiés très proches, mais je trouve que c'est très intéressant de voir comment on peut avancer comme un organisme de réflexion et comme un organisme de co-construction, micro-événements éventuellement, petites graines comme ça qu'on pose et qui alimentent notre jardin botanique général. Mais peut-être que cet herbier qui se constitue progressivement pourrait en effet accoucher d'une forêt qui serait constituée autant de cabanes construites au cime des arbres et voire même d'éléments qui effleuraient la canopée, comme certaines personnes ont su le faire très élégamment au-dessus de l'Amazonie, ou finalement une manière également de se mettre au contact des arbres et de la terre, et d'envisager peut-être autre chose que la finitude de nos propres chemins, finalement, d'envisager quelque chose d'autre, qui soit une intelligence collective, qui soit également peut-être à travers la notion de rencontre artistique, en capacité d'inspirer le monde, les entreprises, les organisations, les associations, peut-être aussi des projets en cours. On voit la façon dont certaines ambitions ont pu se concrétiser. Je vois encore l'arrivée de Pesquet, donc l'autre jour avec SpaceX, cette formidable aventure hein, qui est la Station spatiale orbitale internationale. Ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est qu'on arrive à co-construire des trajectoires que nous ne pourrions peut-être pas nous-mêmes finaliser, mais qui pourraient éventuellement être transmises et comme un témoin, voire même éventuellement servir pour la communauté universelle, justement. Et là, on œuvrerait non plus pour une simple finalisation de ce que représente le parcours de chaque connexion, mais nous initierions des rencontres impossibles. C'est ça ce que j'aime aussi dans les intitulés des actionnaires de Ouest Lumière, c'est que finalement, c'est l'impossibilité de leurs titres et en même temps, ils existent. Et existence d'une non-possibilité, et cette impossibilité de l'impossibilité, eh bien, elle nous rapproche finalement de la démesure, cette démesure dont Édouard Glissant considérait qu'elle était de l'art, et qu'elle s'opposait évidemment à la mesure du monde, mais qu'elle ne s'y opposait pas de façon frontale, et au contraire, elle l'invitait à penser la démesure.
Peut-être que certains veulent réagir, peut-être veulent rebondir. On va demander à la dentelière des ondes dorées alternatives, la Doda, de nous donner son avis sur ces affirmations. J'apprécie beaucoup tout ce qui s'est dit jusqu'à présent et je trouve très stimulant la communication, d'abord celle de Yann, bien sûr, et puis du penseur, du Pantou Pantou Pantoufle. Ouais, pantoufle, ça pourrait être la pantoufle aussi, ça peut être pas mal. C'est mignon, il y a un côté confortable derrière. Oui, c'est très séduisant de penser que Ça s'est enlevé. Ah non, il y a eu une déconnexion subite de la dentelière des ondes. Vous m'entendez, voilà. Oui, c'est bon. Voilà, oui. C'est effectivement un rôle pour Ouest Lumière d'informer, d'éclairer. C'est un très beau rôle. Et puis aussi d'imaginer des choses qui pourraient inspirer des industriels peut-être ou des chercheurs. D'avoir ce rôle-là aussi, c'est très séduisant. Donc, je pense que c'est une bonne voie. Moi qui ne suis pas du tout scientifique, ça me fascine. Et je pense que voilà, c'est une très belle voie. Toi-même, Caroline, tu l'explores à travers les multiples projets que tu essayes de mettre en œuvre, avec beaucoup de… Toi, tu es dans la connexion finalement transatlantique, plus vers le Canada. Oui, c'est ça. Alors, nous, nos projets actuels sont plutôt d'aller chercher auprès des peuples racines canadiens des explications, des ouvertures qui sont aussi très liées à l'imaginaire, qu'eux peuvent apporter sur la nature, sur le monde, sur les relations, etc. C'est ça en ce moment notre projet. Oui. Et donc, c'est aller chercher un imaginaire qu'on connaît moins, en fait, un imaginaire qu'on connaît peu et qui s'applique au réel actuel et qui peut être intéressant pour notre perception de la nature, du monde, des relations. Ouais, voilà. Je vais donner la parole à notre Solar et j'aimerais savoir ce qu'il pense de ces imaginaires que nous venons de décrire à l'instant. Ah, écoutez, franchement, c'est merveilleux. Merci 1000 fois. Vous êtes un peu notre rayon de soleil à tous. Hein. Franchement, réunir l'art et la science comme vous le faites avec ce brio et cette énergie, c'est merveilleux. Et toutes ces pensées, toutes ces idées, toutes ces créations, tous ces projets merveilleux, au fond, sans limite et sans fin, c'est un rayonnement permanent. Je dois vous signaler que le Solar est en train de mobiliser le président de Ouest Lumière dans la réalisation d'un film qui va être un long métrage que nous allons donc réaliser dans quelques mois, qui est donc l'agrégat de tous les films qui ont été réalisés depuis le début de Ouest Lumière. Et donc c'est formidable parce que nous avons, grâce au Solar, une production soutenue, puisqu'il me motive tous les jours, toutes les nuits d'ailleurs. Hein, vous m'appelez même le soir, très tard, pour me motiver afin de réunir encore d'autres films que nous n'aurions pas trouvés. Il y a plusieurs heures pour l'instant de bout à bout de films. Et je crois que, cher Solar, vous avez l'ambition que nous présentions ça à Cannes. Oui. Est-ce qu'on peut vous voir, cher Solar ? Oui, bien sûr. Alors, attendez. Oui, alors peut-être en compétition officielle. Officiel de créativité, d'art et d'amour, un rayonnement permanent. Écoutez, merci, cher Solar. Et je crois que le guide de l'Affectio Satitatis vient de se connecter. Je dois quand même vous signaler, puisque notre guide de l'Affectio Satitatis est également le président de l'Association des Amis de Ouest Lumière. Est-ce qu'il souhaite dire un mot aux actionnaires ? En tout cas, déjà, bonjour. Je suis vraiment désolé d'arriver si tard. J'ai pensé à vous depuis 18h30 et malheureusement, j'étais pris en réunion et je ne pouvais pas me libérer. En tout cas, bravo Yann pour cette initiative. Je crois et je vois qu'il y a énormément de monde. Donc, bravo. Je sais que ça va être renouvelé maintenant assez fréquemment. J'imagine que les échanges ont été très riches entre vous et entre l'artiste et entre Yann. Tu as parlé un petit peu des projets que tu as à venir ou pas encore ? Alors, grâce au Pantoufle, le penseur tout solidaire, qui donc a produit, comme tu le vois, ce livre extraordinaire
dans les imaginaires du futur. Hein. Tu vois finalement qu'avec Ariel, nous sommes aujourd'hui plongés dans une réflexion qui est fondamentale, puisqu'elle nous amène, puisque c'est aussi une séance inaugurale, à réfléchir à la manière dont nous allons pouvoir, ça fait longtemps maintenant que nous existons, ça fait 30 ans que Ouest Lumière est réactivé, comment nous allons pouvoir faire converger nos imaginaires. Oui, oui, moi je pense que ce qu'on se disait ensemble, je pense que c'est important, c'est que, bon là l'occasion, c'était ce bouquin sur les imaginaires du futur, donc c'était l'occasion. Non, ce qui nous rejoint en écoutant Babo, en écoutant notre ami la Dentelière, en écoutant Solar, c'est que au fond, on a avec les actionnaires quand même beaucoup de porteurs de projets. Il y a même hors des actionnaires. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à construire et que c'est cette idée des imaginaires d'énergie artistique. Une fois qu'on a compris qu'il s'agit juste d'un travail de sensibilité, de sensibilisation et d'énergie de transformation au fond qui nous font plaisir et qui en même temps construisent d'autres façons d'être et de faire au sein de notre planète, hein, donc des projets alter-terrestres comme moi je les appelle, et bien une fois qu'on a compris ça, je pense que c'est un potentiel énorme. En tout cas, moi ça me ferait un grand plaisir et j'espère que l'ensemble des membres au titre fleuri donc, de notre auguste assemblée, ce que j'espère, c'est qu'ils auront tout autant plaisir que nous à au moins à prendre connaissance et à construire. Ariel, j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit tout à l'heure sur l'art qui a le potentiel de rassembler. Ça, c'est, je pense, essentiel et ça a été ce qui nous a guidés dans notre rapprochement il y a maintenant presque 15 ans. Yann. De 15 années terrestres. 15 années terrestres, absolument. 15 années terrestres, tout à fait. 2 jours de notre activité seulement. Et je voudrais rajouter que Ouest Lumière a certainement, peut être un catalyseur prise de conscience, justement. Et c'est ça. Je voudrais rajouter à tout ce que tu as dit, donner du sens, rassembler, surtout face à ces moments de sidération qu'on connaît. Je voudrais aussi rajouter cette idée de prise de conscience que l'art et l'énergie artistique peuvent nous aider à amener chez l'ensemble de nos contemporains. Merci, cher Babo. C'est vrai que pour être très sérieux dans une affirmation qui finalement, habituellement, ne nous apparaît pas comme à transmettre de façon non sérieuse, mais plutôt légère, je dirais que très gravement, je pense que je viens d'organiser, d'accompagner un colloque international sur COP21 5 ans après. Il nous reste vraiment 10 ans que cette planète ne sombre dans vraiment un basculement irréversible. Et je pense que l'énergie artistique Oui. est en capacité… Excuse-moi, Président. Excuse-moi, Oui. Président. Je ne peux pas m'empêcher, je suis géophysicien, je ne dirais pas irréversible. Ah. Ça peut alors, un peu d'espoir. avoir des conséquences oui, à moyen terme, mais la Babo. Terre aura toujours le dernier mot. Et ce n'est pas irréversible. Alors, ce qui m'apparaît quand même comme fondement en Ouest Lumière, c'est que nous avons opéré la première transition radicale. Nous avons transformé une compagnie thermique largement ancrée dans un terrain urbain et très polluante en une compagnie de production et distribution d'énergie artistique. Et je crois qu'il n'y a pas de transition plus radicale et plus réussie que ce que nous avons co-réalisé. Je crois, puisque nous l'incarnons, que c'est possible au niveau planétaire, voire même universel. En ce sens, nous portons ce message de l'accélération de cette transition. Et ce que tu disais tout à l'heure, ce qui à un moment, un instant T n'est pas possible, je le sais bien, puisque ça fait 30 ans que j'ai inventé, mentalisé et conceptualisé toutes les inventions qui ont suivi les 30 dernières années. Je pense que ce qui n'est pas possible à un moment donné peut l'être, finalement, à un autre moment. Et donc, c'est vrai que Nikola Tesla a inventé le Wi-Fi il y a 100 ans et on l'a vu émerger récemment. Il y a des gens qui sont finalement réceptifs à des messages seulement lorsque la situation d'urgence leur apparaît comme un moteur. Et donc, c'est vrai que lorsque je dis irréversible, en fait, et lorsque l'ONU dit peut-être irréversible, elle ne prend peut-être pas en compte la notion de réversibilité, puisque la nature, évidemment, prend le dessus, comme tu le disais, mais en tout cas, elle permet peut-être à l'humain de se mettre dans une situation d'urgence, beaucoup de gens qui ne font que par l'urgence, finalement, et donc d'accélérer cette transition. Donc finalement, ce que j'aimerais qu'on arrive à co-construire à travers ces séminaires en énergie artistique, c'est peut-être à travers les témoignages des uns et des autres, et donc des interventions représentatives aussi de cet état d'esprit, apporter quelques pierres et peut-être apporter aussi quelques cas pratiques. On conceptualise certes, qu'on affirme certes, qu'on théorise certes, mais qu'on arrive à travers Ouest Lumière finalement à franchir l'infranchissable pour certains. Et en tout cas, donc leur permettre aussi éventuellement de franchir cet infranchissable. C'est pour ça que je considère comme déterminant aujourd'hui la position des artistes dans le cadre de conseils d'entreprise à haut rayonnement ou dans le cadre d'organisations,
Et je pense aussi déterminant par capillarité, et puis peut-être parce que nous en parlons, le fait que toute personne de Ouest Lumière puisse œuvrer et faire savoir ce qu'elle fait aux autres pour non seulement mobiliser encore plus la dynamique dans laquelle nous nous situons, mais aussi transmettre au-delà de nous cette énergie qui certainement est générée aussi par d'autres réseaux. Nous fassions partie des réseaux qui comptent dans cette dynamique de transformation par le récit et passage de la fiction à la réalité. Eh bien, je vous remercie vraiment sincèrement d'avoir pris ce temps. Vous savez évidemment que c'est la séance inaugurale de notre séminaire sur l'énergie artistique, les imaginaires de l'énergie artistique. Je remercie très sincèrement Ariel Kirou et notamment ces imaginaires qui ne cessent de le bousculer, puisque à chaque fois que je le rencontre, il ouvre des fenêtres, voire même des horizons que je n'aurais même pas pu envisager. Donc c'est une nourriture étonnante que de se rencontrer à chaque fois. Je dois dire que je répercute ça aussi à travers tous les actionnaires, puisque tous les actionnaires de Ouest Lumière. Alors, je salue la cellule japonaise, la direction du vent, la dentelière des ondes, la chancelière, la vice-présidente ici présente. Je vois beaucoup d'actionnaires ici présents. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne réflexion et aussi de penser, de continuer à alimenter le président sur l'énergie artistique parce que je crois que nous tenons quelque chose de très important pour la suite de cette course qui est infinie, mais peut-être à certaines finitudes que nous devrions rompre. À très bientôt. Bravo, Président. Bravo, Président.